Et bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, on continue la tier list du mois de mai et juin 2026. Oui, j'ai du retard. Et la suite de la tier list va arriver très très vite, hein, évidemment. Je rappelle le contexte. J'ai eu un enfant dernièrement, et donc déjà je mets plus de temps à voir les films quand je les vois, hein, parce que des fois je les vois pas du tout, mais en plus j'ai évidemment moins de temps pour tourner et monter, mais ça arrive, vous inquiétez pas. On va tout de suite se lancer du coup dans cette tier list. Alors j'ai vu un peu de tout, hein. Il y a du documentaire, du film de plateforme, du film de cinéma, des films de saga, et on va tout de suite commencer avec du Scream 7 sorti le 25 février 2026. Alors je le rappelle, hein, il y a aussi du rétro, hein. Je dis mai-juin parce que ça couvre cette période-là, mais il y a des films sortis même en avril, etc. Comme je le répète encore une fois, je rattrape mon retard. Scream 7 de Kevin Williamson, qui avait fait justement le scénario du premier Scream, et puis c'est tout en fait. Ce mec n'a jamais rien fait d'autre, et donc là il va le réaliser, et c'est une catastrophe abyssale. Le gars a rien compris. Mais vraiment rien sur rien. Alors ça peut rentrer évidemment tout de suite dans le top 5, hein, mais bon, on va le mettre top 1 suite de trop, et puis à la fin de l'année, évidemment, on verra notre top 5. Bon, il y en a déjà, mais ça se trouve, ils finiront au bord du gouffre. Donc on retrouve le casting: Neve Campbell dans le rôle de Sidney, Courtney Cox dans le rôle de Gail. On retrouve Stu aussi, pour ceux qui ne se rappelleraient pas, c'était l'un des deux tueurs du premier Scream, et on va jouer là-dessus, donc joué par Matthew Lillard, et on va jouer là-dessus, sur le fait de est-ce que Stu est vivant ou pas, est-ce qu'il aurait survécu ou non, et à savoir que le casting des précédents films a totalement disparu, hein, ce renouveau, ce vent de fraîcheur, c'est assez dommage je trouve, parce que autant j'avais pas aimé la première vague, hein, donc Scream 5, mais j'avais plutôt aimé le Scream 6 qui se passait en ville, où le Ghostface utilisait des armes et tout. Je trouvais qu'il y avait un petit vent de fraîcheur, mais là c'est le néant abyssal, quoi. Vraiment, c'est tout ce qu'il faut pas faire, et pourtant ça cartonne, donc forcément j'imagine que dès l'année prochaine on aura un Scream 8, hein, sans problème. Donc ouais, puis c'est fou de se dire qu'on en est déjà au 7. Rien de plus à dire pour ce Scream 7 que je vous décourage de voir. Et en même temps, Scream, j'ai envie de vous dire, j'adore le premier, j'adore le quatrième aussi. Mais le reste, c'est vrai que j'aime un petit peu moins. Je suis un petit peu moins fan. Et le 6 également, que je trouve plutôt sympathique. On enchaîne ensuite avec Super Mario Galaxy, sorti le 1er avril, toujours des studios Illumination, et réalisé par Aaron Howard et Michael Jelenic, qui étaient les réalisateurs de Twin Titan Go, une série animée pour enfants. Et écoutez, c'était fun. C'était fun, c'était bien. Ça pourrait rentrer dans les deux catégories sans problème. Bon, je vais mettre plus ça dans fun. Je trouve que ça continuait vraiment bien, justement, ce qui avait été mis en place dans le premier, savoir que c'est quand même une adaptation assez décomplexée et en même temps assez fidèle, qui n'hésite pas à faire des références, avec en plus des personnages un petit peu surprises, comme le personnage de Star Fox qui apparaît, qui est vraiment sympathique. L'animation est toujours super bien faite, il y a de nouvelles dynamiques, avec Bowser qui est un petit peu le gars qui devient gentil, et le mini Bowser qui lui est terrible et va essayer de ramener son père du côté des méchants. Donc voilà, il y a des petites dynamiques à droite à gauche. Je n'ai pas joué au jeu Mario Galaxy personnellement, mais voilà, j'imagine que ça adapte assez bien le film que ça veut adapter. Et puis c'est cool de voir Star Fox et tout. Voilà, je pense que dans le troisième opus, parce que je pense qu'il y en aura un, parce que ça cartonne également, voilà, j'imagine qu'ils vont pas hésiter à ramener encore d'autres personnages Nintendo, j'imagine, sans problème. Donc voilà, j'ai passé vraiment un bon moment, c'était fun. Voilà, ça reste très très correct. On enchaîne avec Le Réveil de la momie, sorti le 15 avril, réalisé par Lee Cronin, qui avait fait Evil Dead Rise, je le rappelle, hein, donc qui fait partie de ces petits réalisateurs qui ont été produits et chopés par Sam Raimi. Il avait fait The Only Shield pour son premier film, et vraiment j'ai été extrêmement surpris par la véracité, l'extrême
horreur dans lequel nous plonge ce film. On est vraiment sur un espèce d'hommage à l'exorciste, hein. Je vais pas vous le cacher. Tout ce début dans le désert, etc., avec une famille qui va voir leur fille se faire kidnapper et qui va être retrouvée, je sais plus si c'est quelques mois ou des années plus tard, qui va être complètement possédé et momifié en fait, et le film m'est fait flipper. Et en plus j'avais emmené j'avais emmené ma femme voir ce film alors qu'elle déteste les films d'horreur, mais je pensais que c'était plus enquête et je pensais pas que c'était aussi viscéral, aussi cruel. Et en plus, elle avait beau fermer les yeux, alors déjà elle était en fin de grossesse, et elle avait beau fermer les yeux, voilà, ça gueule dans tous les sens toutes les 3 secondes, et on entend vraiment les personnages parler d'exorcisme, etc. Donc c'est vraiment une séance éprouvante pour elle, et ça je peux le comprendre, parce que de toute façon, en plus, moi qui adore les films d'horreur, c'était également éprouvant pour moi. Donc ça c'est vraiment top du top, hein, vraiment. Je pense pas qu'il rentre, bah si, il rentre dans mon top 5, ouais. Il détrône Le Réveil de la momie. Pardon, il détrône Hamnet, voilà, de Chloé Zhao, hein, qui avait été critiqué au début de l'année, qui tombe aux portes du Panthéon. Mais oui, c'est excellent. Donc voilà. Et puis bah, j'aimais bien son Evil Dead Rise, hein, qui lui était très très gore. Encore une fois, c'était très viscéral. Alors là, c'est plus viscéral dans l'horrifique, alors que son Evil Dead Rise, c'était viscéral dans le gore. C'était vraiment un Evil Dead 100% gore cruel, voilà. Il n'y avait pas ce côté tableau du Evil Dead de Fede Alvarez, mais ça c'était quand même assez viscéral aussi. Donc voilà pour les Cronin. À noter qu'il y a des acteurs, donc il y a Jack Raynor qui joue dans HHH de Cédric Jiménez. Je vous invite d'ailleurs à voir ce film, il est vraiment très très cool, qui se passe sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a Leia Costa également, et également May Kalonani, une détective. Voilà. On enchaîne avec Michael, sorti le 22 avril. Et bah Michael, c'était juste bien. Voilà, c'était juste bien. Alors c'est devant tous ces films, hein, quand même, faut pas déconner. Comme je disais, sorti le 15 avril, réalisé par Antoine Fuqua, hein. Donc Antoine Fuqua, il y a des films que j'adore, comme Training Day, Equalizer. Il y a des films que j'aime un peu moins, comme le Roi Arthur, ou encore son remake des Sept Mercenaires, qui est vraiment exécrable. Et donc là, qui va s'attaquer au biopic de Michael. Et moi, en fait, ce que je vais reprocher principalement à ce biopic, c'est que bah, je suis ressorti, je suis pas un fan, hein, de Michael Jackson, je connais pas tant que ça. Et pourtant, bah, je suis ressorti du film en me disant que je n'avais rien appris sur lui, en fin de compte. Tout ce qui m'est montré dans le film, j'avais l'impression que c'était les grandes lignes de la vie de Michael, qu'on avait déjà vu en zappant la télé, etc. Ah tiens, je suis tombé sur un documentaire qui parlait de son père, etc. Donc ça, c'est assez déceptif, je trouve. Maintenant, tout ce qui est reproduction de concerts, ça marche très très bien. Comment il s'appelle, Jafar Jackson est exceptionnel dans le rôle. En plus, c'est son premier rôle. Pour moi, je le nominerais à l'Oscar. Je lui donnerais pas forcément, mais je nominerais. Les pas de danse, etc. qu'il fait, c'est vraiment très très cool. Pareil, voilà. Par exemple, il prend le clip Thriller, il te le remet à sa sauce, à la sauce, donc il le refait, tout ça. Franchement, ça marche très très bien. C'est très très cool de voir ces périodes-là. Mais maintenant, c'est des périodes que je connais, quoi. Et finalement, j'ai l'impression que le film va pas au-delà de ça, quoi. Bon, de ce que j'ai compris, c'est que le film a quand même pas mal de vétos. Et avec tous ces vétos, il s'en sort quand même plutôt pas mal. J'ai hâte de voir comment il s'en sort pour la suite, parce que je crois qu'il y a une suite qui va sortir, et la suite, on sait que Michael, il va y avoir quand même pas mal de problématiques. Est-ce que ça va être passé sous silence, mais comment ils vont faire pour passer ça sous silence? Je me pose vraiment la question. Voilà, on voit par moments la complexité du personnage, par le biais de quelques scènes, notamment son amour pour Peter Pan, le fait qu'il reste quand même un adulte très enfantin, etc. Voilà, ça reste de qualité. À noter que le père de Michael est joué par Coleman Domingo, il joue très très bien, vraiment il est excellent dans le film. On a également Miles Taylor, hein, excellent, hein, dans Top Gun notamment, hein, qui va jouer son agent. Voilà, pour ne citer que. Donc voilà, pour moi ça c'est vraiment dans la lignée, si vous voulez, des films concerts à la Bohemian Rhapsody, où l'acteur fait une performance, les reproductions de concerts sont excellentes, mais ça s'arrête à là, si vous voulez. On n'est pas sur un I'm Not There sur Bob Dylan, ou même encore un Parfait Inconnu qui prend
une partie de la vie de Bob Dylan, enfin voilà, sur des films ou Rocketman encore une fois, pour ne citer que, qui je trouve raconte un peu plus, ne serait-ce que par le biais de la mise en scène. Voilà pour Michael, qui est quand même bien, hein, que je vous invite à regarder. On enchaîne ensuite avec Mortal Kombat 2, sorti le 6 mai de Simon McCode, qui avait déjà réalisé le premier. Alors la petite différence là, c'est que le casting, on a Karl Urban, qui vient s'ajouter, hein, donc qui va jouer Johnny Cage, donc qui est Homer notamment dans Le Seigneur des Anneaux, ou encore Dredd dans le film Judge Dredd, que je vous invite fortement à voir. Et donc on dirait que c'est un personnage qui va apporter quelque chose à l'intrigue, qui est super fort, etc. Alors que non, en fait, c'est juste une grosse merde. Et puis, je comprends rien à ce tournoi Mortal Kombat, où les mecs, ils meurent, mais pas toujours. Et c'est un 5v5, mais non, il y en a qui peuvent aller affronter le gars qui vient de gagner. Bref, j'ai rien bifté. Alors oui, parfois, il y a des scènes gore et viscérales, ça marche. Mais le scénario, c'est nul à chier, quoi. C'est ridicule. Et j'ai déjà oublié le film. Donc, bon, ça c'est au bord du gouffre, hein, vraiment. C'est même pas la suite de trop, parce que bon, pour le coup, il y a que 2 films. Mais bon, ouais, c'est vraiment au bord du gouffre. J'en attendais pas grand-chose et j'ai quand même été déçu. Voilà, tout simplement. On enchaîne ensuite avec le Bus des Bleus en grève, sorti le 13 mai sur Netflix, réalisé par Christophe Astré et Jérôme Fritel. C'est très très intéressant. Alors c'est assez marrant de noter que j'avais complètement oublié ce pan de l'histoire des Bleus. En fait, c'est assez bizarre parce que du coup, j'ai bien en mémoire la Coupe du Monde 2006, qui a été un petit traumatisme, qui a été vraiment ma Coupe du Monde que je retiens. Et la Coupe du Monde 2014, je m'en rappelle aussi très très bien contre l'Allemagne, l'élimination. Et c'est marrant, mais j'ai un trou de mémoire sur la Coupe du Monde 2010. Alors est-ce que mon subconscient l'a complètement éliminé? Et c'est ce qu'on se disait avec ma chérie, hein, puisqu'on est de la même année. Et c'est vrai qu'on avait complètement oublié cette histoire, et elle est complètement dingue. Et il faut voir à quel point Domenech est lunaire, quoi, vraiment. Et puis en plus, j'aime bien parce que maintenant, il remet en cause les propos de la série, alors que lui-même a accepté, et c'est lui, à un face caméra, hein, qui tient ses propos. Puis il a un journal, donc on va plonger dans son journal intime qu'il a fourni, hein, également aux journalistes, et on voit que quand même c'était quelqu'un d'assez étrange, quoi. Et puis il y a eu des choses complètement folles, hein, n'excusons pas non plus entièrement les Bleus, avec cette fameuse pseudo-grève assez ridicule, où les joueurs comme Patrice Evra ou encore Franck Ribéry, etc., étaient mais complètement perdus, quoi. Et puis Anelka qui est un gars qui a ramassé pendant des années, hein, de ce que j'ai compris, ne serait-ce que par le public, mais aussi par les journalistes, hein, ça a niqué même sa carrière quelque part, et qu'il a quand même, voilà, un sacré mea culpa, et le gars, on a envie de lui dire, désolé, en fait, on t'a jugé alors qu'on n'aurait pas dû. Donc ça, c'était bien, franchement, c'était vraiment bien. Donc voilà. Je vais y mettre ici. Tout simplement. On enchaîne ensuite avec Mandalorian on Grogu, sorti le 20 mai, réalisé par Jon Favreau, qui, je rappelle, a réalisé les 2 premiers Iron Man, Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle, que je trouvais excellent, et qui a réalisé notamment la série Mandalorian, où on retrouve Pedro Pascal, Sigourney Weaver, et en fait, j'ai l'impression de voir une série condensée de 4-5 épisodes en un film qui ne raconte absolument rien. Le début est vraiment cool, c'est plutôt bien, ça saute de AT à T ou à TST, tout ça, c'est vraiment sympathique. Et puis d'un coup, déjà c'est moche, hein, visuellement faut le dire, c'est moche. Alors est-ce que si on materait la série sur un écran de cinéma, ça serait aussi moche visuellement? Je me pose la question, mais quand même je ne pense pas. Là c'est vraiment moche, vraiment les décors sont laids au possible, c'est assez étrange, et surtout ça ne raconte absolument rien. Il n'y a pas de grand méchant, c'est juste une mission lambda du Mandalorien. Voilà, tiens, tu vas buter telle personne. Ok, c'est parti. Tous les passages avec Grogu sont sympathiques, je dois dire, hein, puis en plus le côté marionnette est pas mal, mais justement j'aurais préféré tout un pan avec lui, mais quitte à faire vraiment une demi-heure sur lui, quoi. Là, il y a, je sais pas, 5-10 minutes à peine sur lui et sa bande, qui sont assez rigolotes, mais ça s'arrête là, et surtout, le personnage n'évolue pas.
statu quo, et en fait vous voyez pas ce film, ça ne change rien à votre vie, et puis c'est assez étrange de mettre ça au cinéma. J'ai bien aimé en revanche la musique de Ludwig Göransson, hein, qui est vraiment un très bon compositeur encore une fois, et puis le film a pité quoi, et le film fait moins qu'Obsession quoi, c'est un truc de dingue quoi, de se dire que Star Wars, Disney, ils ont réussi à en faire un non-événement. De toute façon, Star Wars, pour moi, ça aurait dû rester un cycle, si vous voulez. Ça aurait pas dû partir dans tous les sens comme ça. Ça aurait dû rester un cycle au cinéma, où il y a un film qui sort, une nouvelle trilogie qui sort peut-être tous les 20 ans. Et encore, il faut qu'il y ait quelque chose à raconter, hein, parce que bon, quand tu vois la trilogie de Disney. Donc ouais, bon, ça j'ai détesté, hein, c'est la grosse... Et encore, est-ce que je l'attendais vraiment? En tout cas, c'est un flop, hein. Clairement, c'est un gros flop. Je vais quand même le mettre dans la déception. Ça pourrait être une suite de trop, hein, aussi, hein, sans problème. Hein. Faudrait peut-être s'arrêter. Mais ouais, j'ai rien bifté à leur projet. Puis je suis très très déçu par Jon Favreau. Jon Favreau, hein, d'ailleurs, hein, qui disait que oui, il avait pas voulu faire les choses comme ça, mais on lui a demandé au lieu de faire une série, de faire un film. Enfin, t'es pas obligé de le faire, gars. Bref, bon. Je trouve qu'il s'est perdu, et puis c'est laid, quoi. Si vous voulez, c'est vraiment Marvel, mais les Marvel bas du front. Tu sais, les Ant-Man, Quantum Mania, tout ça, les films Marvel moches, Thor and Thunder, Love and Thunder. Bon, voilà, ça se place ici. On enchaîne ensuite par Shelter, qui est sorti le 4 juin sur Prime, celui-ci, avec Jason Statham. À noter la présence de Bill Nighy, hein, aussi, hein, qui est par exemple le méchant de la trilogie Pirates des Caraïbes, à savoir David Jones. Et donc là, c'est réalisé par Rick Roman Vogue. C'est le deuxième film que je critique de lui cette année, puisqu'il y avait Greenland, hein, la suite de Greenland. Et là, c'est vraiment pas fun. Hein. Vraiment, c'est au bord du gouffre. C'est nul à chier. Vraiment, tout le début, je me dis, tiens, Jason Statham qui se renouvelle un petit peu, avec ce gars qui vit dans le phare, dans un phare, et qui va voir un mec mourir, et donc il va devoir protéger cette fille, on sait pas trop de quoi, etc. Et puis alors dès que les soldats débarquent, ça devient mais du lambda au possible, mais vraiment tu peux pas faire plus lambda quoi. Alors peut-être que évidemment on va voir Statham pour ça, mais un petit peu d'inventivité, surtout à l'heure où des The Raid, des John Wick, des Nobody sont passés par là. Visuellement, bon voilà, je sais pas, en termes de gunfight, ou encore la série Gang of London, je sais pas, appliquez-vous quoi, faites quelque chose d'un peu plus... Et je comprends totalement pourquoi c'est pas sorti au cinéma et c'est sorti directement sur Prime, c'est totalement logique. Voilà pour Shelter, je vais pas plus développer que ça, je vous conseillerais de pas perdre votre temps avec ce film-là. Et on finira par Toy Story 5, donc qui est sorti le 17 janvier, le film le plus proche, qui est toujours réalisé par Andrew Stanton, donc le monde de Nemo, Wall-E, mais qui est accompagné de Macna Harris, donc première réalisation, et je le mettrais dans le juste bien. Voilà, c'était bien. Je mettrai tout devant le juste bien quand même. Ça marche. L'animation est très très belle. J'aime beaucoup le message que véhicule le film. Alors déjà, pour ceux qui craignaient la façon dont le personnage de Woody va être amené, hein, parce que je le rappelle, Woody est séparé des jouets, c'est très très bien amené, je trouve. Et puis, ça va nous interroger sur la technologie. Et c'est assez intéressant parce que le film ne te dit pas que non, coupe tout, coupe la technologie, elle ne sert à rien. Non, elle te dit, ah, regarde, si tu t'en sers de telle manière, c'est peut-être pas la bonne manière de t'en servir, essaye de t'en servir différemment et tu verras qu'en fait, elle peut être aussi positive. Et ça, j'ai plutôt aimé, donc avec le personnage principal, hein, donc c'est plus, je sais plus comment elle s'appelle, c'est plus Andy, mais c'est celle qui l'a remplacée dans le 4e opus, enfin déjà dans le 3e opus, et j'aime bien parce qu'en fait, elle veut absolument avoir cette fameuse tablette pour pouvoir tout simplement se faire des amis. Et si elle a plus cette tablette, elle n'a plus d'amis. Sauf qu'en fait, elle n'a aucun lien en commun avec ces personnes-là. Et donc le film te dit, attends, regarde ailleurs, serre-toi, sans serre-toi différemment, et comme ça, tu vas peut-être pouvoir trouver justement
quelqu'un de similaire à toi et qui partage les mêmes choses que t'aimes. Donc voilà, il y a quand même un côté très critique, il faut pas rester longtemps devant les écrans, etc. C'est vrai que c'est le plus faible thématiquement, hein, on va pas se le cacher, mais je trouve qu'ils ont quand même des choses à raconter. Toujours, alors là, il y a pas, les nouveaux jouets entre guillemets, c'est justement des technologies, et ça va nous interroger sur la technologie de par le biais de ces jouets. Donc toujours, on arrive à amener de nouveaux jouets entre guillemets, et puis l'aventure, elle passe nickel. Donc tant pour moi ils auront des choses à raconter, puis ça a cartonné, mais ça m'étonne pas que ça a cartonné, parce qu'on aime ces personnages-là, on aime les retrouver à l'écran, et tant qu'ils traiteront les personnages de Toy Story de cette manière-là, pour moi ils les respectent, hein. C'est pas juste, allez, on refait un film Toy Story pour vendre, etc. Bon, évidemment il y a une part comme ça, mais je trouve quand même que Pixar se débrouille encore pour nous véhiculer un message par le biais de ces films. Le jour où le film ne véhiculera plus rien et on sent que ça sera juste du merchandising, là je le dirais, et je dirais non, stop, là il faut mettre un terme, mais tant que ça reste dans de cette qualité-là, je dirais non, continuez les gars, voilà, tout simplement. Voilà pour ce classement, cette tier list. Je reviens très prochainement avec de nouveaux films. N'hésitez pas vous à me dire des films que je pourrais voir également et que vous voudrez voir apparaître dans cette tier list, évidemment toujours sortis en 2026. N'hésitez pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains choix de mes films. Likez, partagez et abonnez-vous, et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.